Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'épisode suivant, votre émission sur Tech & Co dédiée aux séries et aux plateformes de streaming. Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase quand vous êtes attablé avec des amis et que vous parlez de séries, et puis quelqu'un qui vous recommande la série qu'il vient de voir, il vous dit faut s'accrocher juste 3 épisodes et après tu vas voir, ça démarre, c'est génial. Et ben voilà, nous on a conçu une émission entière sur cette phrase-là, vous allez voir, parce que oui, vous avez sans doute remarqué que les séries maintenant, elles démarrent un peu plus lentement qu'avant, souvent un épisode ou deux d'intro, on se demande un peu quels sont les vrais enjeux, et après il y a cet épisode 3 ou 4 qui vient un peu mettre la grosse scène, et ça y est, c'est parti. Mais c'est un peu pénible quand même de se dire qu'on va attendre 3 heures avant d'avoir les enjeux d'une série. Et on va essayer de vous raconter tout ça. Pourquoi est-ce qu'on a cette impression ? Est-ce que c'est qu'une impression ou pas ? Vous allez découvrir tout ça dans l'émission du jour. Et pour ça, j'ai 2 invités qui vont vous raconter ça mieux que moi. Je suis ravi d'être avec Luby. Salut Luby. Bonjour. Luby, fondatrice donc du blog Luby en série, sur lequel tu décortiques depuis des années l'actu des séries, à la fois les sorties, puis aussi des sujets plus sectoriels, on va dire, sur ce secteur qui ne cesse d'évoluer. Et en face, il y a Florian Kess. Salut Florian. Salut. Florian, journaliste spécialiste des séries pour le site et le magazine Tétu. Exactement. Toujours, ça n'a pas bougé. Merci à tous les deux d'être avec moi pour cette émission. Pourquoi est-ce que les premiers épisodes de séries nous paraissent plus lents ou moins bons qu'avant ? C'est à voir. C'est notre débat de la semaine. Voilà, je vous livre un peu les coulisses d'épisodes suivants puisque ce thème m'a été soufflé par JD qui gère la production de l'émission en ce moment. Et ça a résonné chez moi tout de suite quand il m'a parlé de sentiments qu'il avait lui en tant que spectateur de séries, de téléspectateur. Je me suis dit, c'est vrai qu'effectivement, moi, quand j'ai des invités qui viennent régulièrement, on se parle, on se dit, toi, t'as vu quoi récemment ? Quelle série ? Et puis souvent, moi, je me retrouve à dire, alors j'ai vu les 2 premiers, c'est vrai que j'étais pas emballé. Et souvent, l'invité me dit, non mais attends, regarde jusqu'au 3, j'étais comme toi, puis j'ai persévéré et après, ça devient vachement bien. Est-ce que déjà c'est un sentiment que vous partagez ? Est-ce que c'est des phrases que vous dites vous aussi quand vous parlez de séries, soit dans vos articles ou sur ton blog Luby, ou quand vous parlez tout simplement avec des amis ? Ça arrive de plus en plus, surtout quand on parle de séries de plateforme. Ouais. Tout simplement, déjà ça. Et encore des fois, c'est pire quand on dit oui, il faut tenir la première saison, ça démarre vraiment. Et là, c'est carrément l'extrême. C'est un peu compliqué quand même, là, parce qu'on n'a pas tous le temps. C'est une phrase qu'on a tendance à dire, qui est dommage, parce qu'on ne préférait pas dire, on devrait se dire dès le premier épisode, on devrait être accroché en fait, parce que c'est quand même le principe de la série, c'est quand même qu'on revienne à l'épisode suivant. C'est pas comme au cinéma où on regarde le film, le film était nul, on reviendra pas, mais on a payé sa place. Avec les séries, le but c'est quand même de s'enfiler les épisodes, et si le premier épisode les premiers épisodes sont pas dingues, c'est difficile. Après, il y a tellement de choix aujourd'hui qu'effectivement, c'est sûr que les gens pas forcément 3 heures à se dire c'est un truc moyen, est-ce que je continue ? Alors qu'à côté de ça, il va y avoir une autre série qu'ils savent qu'ils vont peut-être aimer, parce que c'est la saison 2 de quelque chose, la saison 3, donc là ils vont continuer tout de suite. On va se pencher un petit peu sur pourquoi ça a changé. Moi, quand j'ai réfléchi un peu seul, je me suis dit tiens, quelles séries justement m'ont inspiré ça récemment ? J'ai cherché un petit peu et j'ai surtout trouvé des grosses séries qui m'ont inspiré ça. J'ai pensé tout de suite à House of the Dragon, par exemple. J'ai pensé à la série Dune Prophétie qui est en cours de diffusion sur Max, dont on a parlé. J'ai pensé à The Penguin aussi. Et tout ça, c'est des licences assez importantes, des séries qui, en quelque part, sont un nom déjà établi. Comme si ça suffisait, qu'il n'y avait pas besoin de faire ses preuves quand on est une grosse série aujourd'hui, de dire de toute façon, je suis The Penguin, je suis la suite de The Batman, je suis Dune Prophétie, je suis la suite de 2 cartons au cinéma. Donc en fait, je peux me permettre de prendre 3 heures. De toute façon, les gens vont regarder. Est-ce que c'est un peu ça ? Ces grosses séries se permettent un peu ça maintenant ? Moi, je dirais que en fait, c'est ce qu'on appelle un peu les IP, Intellectual Property, sont en fait la propriété intellectuelle, c'est-à-dire que The Penguin, ça évoque Batman, Dune Prophétie, ça évoque les films Dune et le livre. Donc forcément, on se dit, a priori, c'est forcément les gens viendront parce qu'il y a cette IP et ça fait foi. Sauf que je pense que du coup, ça a tendance à faire que peut-être les scénaristes sont un peu plus flemmards. Un peu moins challengés en tout cas par les producteurs ou les distributeurs. Voilà, et donc du coup se disent, moi j'ai l'IP, je peux faire un peu ce que je veux. Donc souvent ça donne pas forcément des récits très passionnants. Et par exemple, moi Dune Prophétie, j'ai l'impression que HBO, qui est un peu en mode je veux faire Game of Thrones version bis, nous a fait un Game of Thrones Dune sans vraiment faire un truc très dense, très beau, mais sans substance. Bien fait, oui, on en a ce qu'on avait parlé, on avait consacré une émission entière. Effectivement, le constat qu'on avait eu avec mes invités à l'époque, c'était c'est très bien fait, c'est très joli, mais c'est un peu classique, un peu formaté, et on n'a pas grand-chose de nouveau. Florian, c'est un peu ressenti que aussi sur ces grosses séries, peut-être qui font plus les efforts. Exactement, parce que le point commun de ces séries-là, en fait, au-delà de dépendre de franchises déjà établies, c'est d'avoir été commandé avec déjà une commande pour une saison complète.
Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas passé par la case pilote comme ça a été historiquement le cas dans le secteur des séries. Donc en fait, de sauter cette case, c'est quand même un manque scénaristique complet en fait. Puisque tu en parles, effectivement, c'est le point central de ce débat qu'on va avoir. Il y a eu un changement de paradigme dans l'industrie. Souvent, on vous dit ici qu'est-ce que le streaming a changé sur telle chose, la télé-réalité récemment ou d'autres sujets qu'on a pu avoir dans l'émission. Il y a aujourd'hui un impact du streaming qui est clair et net, puisqu'il y avait avant ce qu'on appelait, dans l'industrie des séries, la pilot season, la saison des pilotes. Peut-être qu'on peut expliquer déjà, avant de rentrer dans les détails, ce que c'est que cette pilot season, peut-être, Luby. Alors, donc la saison des pilotes, donc, c'est les chaînes privées américaines qui s'appellent les networks, qui est un équivalent, on va dire, de Netflix, de TF1 et M6 chez nous. De télé, gratuite. Mais pas publique, gratuite. Et qui dépendent du coup de la pub. Donc c'est le business model, c'est la pub qui paye la production de la série. Donc le but, c'est en fait, il y a normalement au mois de mai et tout ça, ils commencent à avoir les premiers pilotes qui sont tournés. Quand un pilote est greenlighté, donc ça veut dire qu'il est validé par la chaîne, il passe en production. Et là, souvent, ils commandent une slave de 8 épisodes. Et si la série marche vraiment quand elle est diffusée à la rentrée et tout, on passe à 13 épisodes. Et si c'est vraiment un succès, on peut passer à 18 épisodes. Mais maintenant, on ne fait plus vraiment les saisons de 24 épisodes comme on les a connus dans les années 90, 2000 et tout pour les fans de séries. Et cette fameuse saison des pilotes, c'est quand même un moment charnière dans l'industrie. Enfin, en tout cas, ça l'a été pendant longtemps. Et c'est aussi une façon de faire un écrémage, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des centaines de pilotes. Alors, il y a des pitchs d'abord. Sur les pitchs, il y en a certains, on va dire, OK, on tourne un pilote. Et après, sur ces dizaines et dizaines de pilotes, il y en a finalement très peu qui sont retenus. Et donc, ça permettait aussi d'avoir, quelque part, le meilleur du meilleur sur une saison, quoi. Ouais, c'est ça, ça fonctionnait comme ça. C'est-à-dire que pour un network typique, par exemple, pour une saison, ils en commandaient peut-être une quinzaine, on va dire, de pilotes. Il y en avait 7-8 qui pouvaient être commandés. Ils essayaient de varier aussi en termes de drame, de comédie. Donc il y avait vraiment toute une offre qui était assez plurielle et variée. Chose qui n'existe plus du tout aujourd'hui. En fait, même il n'y a plus de calendrier en fait, qui existe. Avant, il y avait la période justement qui était appelée les upfronts. C'était la période du mois de mai où justement tous les networks commençaient à annoncer, limite à sortir aussi des bandes annonces pour teaser ce qui allait arriver à l'automne. Tout ça se fait quasiment plus. Enfin, je pense qu'ils l'organisent toujours les upfronts, mais l'engouement qu'il y a autour et l'impact que ça, il est moindre aujourd'hui. Oui, ils les organisent tout le temps parce qu'en plus maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant il y a Netflix et tout qui est upfronts parce qu'il y a une version publicité avec pub de Netflix. Donc maintenant, en fait, donc il faut vendre. Donc Netflix fait un peu de la chaîne traditionnelle. Enfin, il y a des débats dans ce côté-là. Et puis nous, je sais pas ce que tu en penses, Florian, mais c'est vrai que les calendriers, ça nous organisait un peu notre planning. Maintenant, on n'a plus de planning. On a des séries. En fait, on doit tout voir. Voilà, il n'y a plus de saison, ma petite dame. On découvre un mois avant qu'il y a une série qui sort et qui est potentiellement très bien. Parfois, va bien. Ça a permis toute cette pilot season de faire émerger des shows culte. Friends, par exemple, il y a un épisode pilote où il n'y avait pas tous les acteurs. Jennifer Aniston n'était pas dans le pilote de Friends parce qu'elle n'était pas dispo. Il se trouve qu'elle a pu finalement se rendre disponible. Donc Friends aurait pu être entièrement différent, mais en tout cas, le pilote avait été validé tel quel. Il y a aussi, on peut parler d'un entre-deux, c'est HBO ou les chaînes câblées qui ont malgré tout, eux, commandaient des séries en disant, voilà, je valide un pitch, etc. Mais faisaient quand même tourner des pilotes. Un exemple dont je voudrais parler, c'est Game of Thrones. Game of Thrones, un exemple assez parlant de ce que peut être un pilote dans l'industrie des séries. Pilote qui a coûté entre 5 et 10 millions d'euros, extrêmement cher. Et en fait, ils se sont rendus compte que pas bon, quoi. Pas bon du tout. Ils ont tout refait. Les acteurs, quasiment tout le monde a changé, sauf, je crois, Kit Harington était déjà en Jon Snow dans ce pilote. La série a été validée, elle est devenue le carton que ça a été. Ça prouve bien que le pilote avait quand même un intérêt de dire oula, on n'est pas dans la bonne direction. C'est le moment de changer parce qu'après, ce sera trop tard. Avec Game of Thrones, pour le coup, c'était déjà une adaptation de bouquins qui marchait beaucoup. Donc, il y avait quand même de l'enjeu aussi de plaire, on va dire, de séduire cette fanbase-là. Mais il y avait aussi le pari, parce que pour HBO, c'était quand même une série de genres assez singulière que la chaîne n'avait pas encore osé jusque-là. Donc, il y avait aussi l'enjeu de happer un public qui était potentiellement pas réceptif à ce genre d'œuvre-là. Donc, c'était très, fallait être très minutieux dans ce qu'on allait faire. Et c'est là tout l'art du pilote, en fait, c'est qu'il faut vraiment le voir, le revoir, le re-revoir pour arriver à quelque chose qui atteigne le but qu'on s'est fixé de base, quoi. Et puis, une fois que le pilote était fait, ils avaient quand même commandé toute la saison. Donc, mais après, je pense que c'est aussi ce qu'on appelle la qualité du bio, c'est de vraiment faire des choses sur mesure. Eux, ils ont quand même un business model où les gens doivent s'abonner. Donc, si les gens ne s'abonnent pas, c'est quand même problématique. Après, effectivement, c'est aussi, tu l'as dit un petit peu, c'était aussi
un format propre aux chaînes et donc à des séries longues qui avaient vocation à captiver le public sur, tu as dit 13, 18 semaines, enfin quasiment une saison entière parfois. C'est le cas évidemment des sitcoms, Friends, j'en ai parlé, How I Met Your Mother. Il y avait un enjeu de se dire, on ne peut pas rigoler avec ces personnages, on ne peut pas se planter parce qu'en fait derrière, on en a pour toute une saison à financer et si c'est nul, on va passer à ramer, on va devoir annuler en milieu de saison, quoi. Oui, et puis annuler en milieu de saison, ça veut dire, pour des talents, ça veut dire qu'il faut qu'ils retrouvent un travail. Enfin voilà, Il faut rompre des contrats aussi parfois. rendre des contrats. Et puis aussi, il faut se mettre aussi à la place des scénaristes. Quand on écrit un épisode et 10 épisodes ou 13 épisodes et tout ça, c'est pas la même chose. Au niveau, on essaye de construire quand même des fils conducteurs, des fils rouges. Et c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand on sait qu'on a au moins 13 épisodes fixes ou 18 épisodes fixes. Et puis même aux États-Unis, c'est quand même... Enfin, il faut savoir que c'est une industrie, la série. Donc, il y a toute une mécanique. Donc, c'est-à-dire que tout est organisé. Oui. Il y a des rooms d'écriture, des roulements de réalisateurs. Enfin, et puis, business is business. Hein, donc, la moindre heure coûte des millions de dollars. Voilà. Et donc forcément, on ne peut pas se permettre de se rater. Donc ça, c'était ce qui se faisait avant. Ce qui se fait toujours aujourd'hui, on l'a dit, mais qui a moins d'impact et qui compte un petit peu moins. Notamment pour nous qui ne sommes pas aux États-Unis. Donc, on voit moins les chaînes de network. On ne regarde pas ABC le soir chez nous. On voit ces séries arriver plus tard. Mais on est devenu très adepte du streaming, forcément. Le streaming ne fonctionne pas comme ça. Le streaming fonctionne avec un autre format qui s'appelle le straight to series. Donc en gros, on valide un pitch, on choisit peut-être mieux les pitchs que le faisaient les networks, mais il n'y a plus de pilote. C'est-à-dire qu'on dit maintenant, si je vous ai dit oui, c'est une saison entière. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est ça, c'est comme ça que Netflix en tout cas a lancé un peu cette nouvelle tendance-là. Parce qu'il y avait un objectif aussi qui n'était pas forcément le même. Les networks, c'était aussi donc attirer la pub, fidéliser, etc. Alors qu'avec Netflix, il y avait aussi l'enjeu de produire beaucoup et vite. Donc, c'est-à-dire proposer un catalogue suffisamment touffu pour que les gens veulent s'abonner et rester abonnés ensuite. Donc, c'est pas du tout le même objectif aussi financier, on va dire. Mais par exemple, il y a quand même Prime Video qui avait tenté autre chose quand elle s'est lancée dans le milieu du streaming avec aussi une pilot season, c'est comme ça qu'elle l'avait appelée, où donc Amazon Prime Video produisait des pilotes, il y en avait 3 à 4 par exemple par période, par année, qui sortaient, qui les mettaient à dispo sur sa plateforme, donc les gens pouvaient le regarder, et ensuite ils pouvaient voter, donc interagir, laisser des commentaires, et voilà, et celui qui séduisait en fait le plus le public était ensuite commandé pour une saison entière. Donc c'était un concept assez sympa parce qu'on se dit, en tant que spectateur, on s'en disait qu'on avait la main pour une fois. C'est ça, on se dit qu'on a du pouvoir et qu'on n'est pas juste passif, qu'on n'est juste pas considéré comme des potentiels acheteurs en fait pour la pub. Donc ça c'était intéressant, sauf que le modèle n'a pas fonctionné pour plusieurs raisons. Déjà parce que ce modèle-là, il était parce que ce modèle-là, on voit un épisode, il est frustrant en fait pour le spectateur. On voit un épisode et en fait après ça veut dire qu'on doit attendre au moins un an. Il faut revenir. Au fait, oui, j'avais regardé ça. C'est vrai que c'est pas mal et parfois ça change de titre en plus. C'est ça. Et aussi, c'est surtout qu'ils donnent pas forcément une idée claire de ceux qui vont regarder la série. C'est-à-dire qu'il y a que les votants qui sont pris en compte et qui donnent leur avis, alors que le but quand même d'une plateforme, c'est de pouvoir happer tout le monde. Pas ceux qui auront l'envie de s'investir un petit peu. Donc ça, ça a duré quand même quelques saisons, quelques années, et après ils ont abandonné le modèle parce qu'ils se sont dit quand on voit qu'on se fait bouffer par Netflix, il va falloir être plus réactif, il va falloir attaquer. Et tu l'as dit, effectivement, il y a un truc, l'enjeu c'est de produire du contenu. Ça a été très bien résumé au lancement de Netflix par Ted Sarandos, qui était le directeur général de Netflix, qui a dit plutôt que de tourner 20 pilotes dont un seul aboutirait, je préfère me retrouver avec 20 heures de programme que les gens peuvent regarder, sous-entendu, peu importe la qualité finale de ces 20 heures de programme, au moins j'ai 20 heures à rajouter à mon catalogue. C'est aussi, comme le disait Florian, c'est un business model qui est vraiment différent des chaînes, chez nous, hertziennes et les networks aux États-Unis. Donc, eux, ils doivent convaincre, faire des abonnés. Et des abonnés qui regardent leur série. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle le taux de complétion, qui est en fait jusqu'où les gens vont regarder la série. Donc, en fait, pour leur intérêt sur une série de 8 épisodes, c'est qu'ils regardent les 8 épisodes. S'ils s'arrêtent à l'épisode 2, 3, c'est pas forcément un taux de complétion correct. Et puis, alors, moi, je me souviens, mais je me souviens plus du nom. Netflix va tenter une expérience du pilote pour une exception. J'avais lu dans Variety, mais alors je ne sais plus, c'est pour un talent ils vont tenter l'expérience du pilote. Et puis ils reviennent quand même. Revenir en arrière du coup. Voilà, ils reviennent aussi à quand même. Alors moins Netflix, mais ils le font de temps en temps, un épisode par semaine. Oui. Ça, c'est ce qu'a adopté Disney, Apple dès le départ.
Des changements, mais qu'on a pu voir sur Arcane, déjà par exemple, Arcane qui est diffusé en 3 chapitres de 3 épisodes. Voilà. Ce qui n'empêche pas que moi je trouve que par exemple sur la saison 2 ou même sur la saison 1, les 3 premiers épisodes ne sont qu'une intro finalement. Il y a 2 heures d'intro qui auraient pu être raccourcies encore un peu plus si on avait écrit ça comme une série avec un vrai pilote. On serait dit, bah non, en fait, il faut que, sans spoiler, l'histoire qui se passe avant la trame principale, avant l'ellipse temporelle d'Arcane, il faut que ce soit bouclé en un épisode et qu'à la fin, on se dise. L'écriture, elle a changé en fait totalement. On n'écrit plus du tout un premier épisode comme un pilote. En fait, aujourd'hui, on écrit vraiment la saison en entier. Et je pense qu'aussi, ce qu'on est en train de perdre, ce qu'il faut souligner, c'est aussi la technique d'écriture du cliffhanger. C'est-à-dire l'idée de vraiment happer. Donc, ça peut être un twist, ça peut être quelque chose qu'on ne voit pas venir, ça peut être juste une info qui nous est droppée à la fin. On se dit, ah, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et ça, on l'a plus vraiment avec les séries de plateforme parce que c'est tout simplement conçu sur une saison entière. Donc, ils partent du principe que. On l'a plus qu'à la fin de la saison. En gros, histoire de dire, si vous avez aimé, revenez pour la saison 2. Et... Alors, c'est un peu dommage parce que c'est ça qui faisait un petit peu le sel, on va dire, des séries de network qui ont cartonné. Parce que quand on regarde, j'ai voulu regarder pour préparer cet épisode les meilleurs pilotes selon les gens, en fait, ceux qui ont laissé un impact incroyable. Il y a quand même Breaking Bad. Il y a Game of Thrones. Il y a un excellent exemple de pilote. Alors, la saison derrière était parfois. Beaucoup de gens disent que la saison 1 de Breaking Bad était un peu décevante par rapport au pilote. C'est souvent là où on m'a dit accroche-toi, faut tenir une, 2 saisons. Mais effectivement, en revanche, l'épisode 1 en tant que tel, il y a tout dedans. Il est très bon. Alors, moi, c'est marrant parce que Breaking Bad fait partie des séries où, au bout, il fallait je me mate 7 épisodes pour vraiment rentrer dedans comme Dexter. Mais après, une fois qu'on est accro... Effectivement, le pilote en tant que tel avait été construit pour se dire aux gens, OK, là, il y a un personnage de fou, il y a une histoire, vous avez déjà tous les enjeux résumés. Ce qu'on voit beaucoup moins aujourd'hui, on ne s'imagine pas avoir autant d'éléments dans un seul épisode d'entrée de jeu. Il y a un argument... qui est avancé aussi par Netflix et les plateformes sur ce straight to series, qui est de dire, en gros, ça nous permet aussi d'attirer des gens qui n'auraient jamais fait de série autrement, c'est-à-dire des grands réalisateurs, des grands scénaristes, qui en gros, si on leur avait juste dit, bah écoute, tu me tournes un pilote, si je trouve ça bien, je le valide, on se lance dans un truc, etc. Là, Netflix va nous dire, bah, c'est grâce à ça que vous allez avoir une série de... par exemple d'Alfonso Cuarón qui a pu faire des choses pour Apple, vous allez avoir Spielberg qui va faire des choses pour Apple, vous allez avoir en gros des grands noms qui vont se dire, bah oui, moi en fait je fais une série que si je suis sûr d'avoir 8 épisodes, quoi. Est-ce que c'est un argument qui est valable pour vous? Est-ce que ça aboutit justement à des productions aussi de qualité, quoi? Parce que si c'est juste pour se dire j'ai Spielberg au générique mais qu'à la fin c'est pas bien... En même temps, Netflix a quand même recruté tous les meilleurs des networks qui sont Ryan Murphy, Shonda Rhimes et tout, parce que justement ils produisaient vite. Et donc ils étaient capables d'avaler de la série. D'ailleurs, les premiers essais quand même, je trouve, au niveau, on va dire, série, on sentait qu'il y avait un réflexe de network qui n'était pas totalement assumé. Du coup, ils nous ont fait des trucs hybrides. Je pense à The Politician, la première série de Ryan Murphy qui était vraiment pas dingue, j'ai trouvé. Au niveau de la structure narrative, même si le personnage était hyper intéressant, la structure narrative, on sentait qu'il voulait faire de la network, mais en fait, il se dit « Ah mais non, je suis sur du streaming », donc du coup, c'est un peu un truc où en fait, moi, je me suis forcée à regarder la saison, mais j'aurais pu m'arrêter à l'épisode 1. Voilà, donc c'est sûr que ça, je pense que malheureusement, peut-être les gens du cinéma qui ont tendance à se dire « Ah, bah, comme ça, je peux faire un film de 7 heures, ce qui est insupportable. Qui est effectivement souvent ça. C'est-à-dire qu'on a confondu la frontière entre série et cinéma, et qui sont quand même deux médiums très différents. On n'écrit pas un film comme on écrit une série, et c'est pas parce qu'encore une fois Spielberg vient écrire quelque chose ou que Martin Scorsese écrit une série, etc., qu'en fait ce serait une excellente série. Et c'est pour ça que tu disais que Ryan Murphy aussi revient en grâce aujourd'hui beaucoup chez Netflix, chez Apple, etc., parce qu'en fait on se rend compte que ce gars, c'est écrire des séries, quoi, tout simplement. C'est parce que c'est son milieu, en fait, tout simplement. Alors, je dis pas que les cinéastes doivent rester cantonnés au cinéma, mais en tout cas, s'ils viennent, il faut qu'ils le fassent en respectant les codes de la série. Et ces codes de la série, c'est aussi faire un bon pilote, c'est faire un bon premier épisode qui arrive à happer, qui a tous les éléments, comme tu dis, qui met tout en scène, et on sait plus ou moins ce à quoi on va s'attendre et ce dans quoi on s'engage. Mais d'ailleurs, on a l'exemple, je pense, un des exemples marquants, c'est Damien Chazelle et sa série... J'ai perdu le nom. Bah oui, de Netflix, bien sûr. Non, mais qui effectivement a pas bien marché. Parce que pour moi, il n'a pas compris les codes de la série, en fait. C'était un film de 6 heures ou 7 heures, je crois, l'épisode. Mais même, il n'y avait aucun... Enfin, on n'était pas happé Ziedi. Voilà, et on n'était pas happé. Et vraiment, il n'a pas respecté les codes de la série. Il faut savoir que les codes de la série, voilà, le but, c'est quand même qu'on regarde la suite des épisodes
Et si on est resté pendant des années, avec surtout dans les années 90-2000, derrière des séries à 7, 8 épisodes et tout ça, c'est parce qu'on avait envie de suivre ces séries et suivre l'épisode suivant, qui est quand même le thème de cette émission. Exactement. Regardez les épisodes suivants et regardez l'épisode suivant après. Pour conclure ce débat, je voulais aborder un dernier point avec toi, Luby, qui nous concerne un peu plus en France directement, c'est les festivals, puisque ça a aussi un impact malgré tout là-dessus. Aujourd'hui, les séries, elles sont diffusées en festival. C'est très bien d'ailleurs que ces festivals qui mettent en avant la création. Mais de fait, c'est différent parce que ces séries, elles n'arrivent pas avec un seul épisode. En général, elles arrivent avec 2 ou 3. Comment ça se passe justement toi qui en fais beaucoup, Florian aussi, vous êtes souvent dans ces festivals-là, à Sérimania, à Cannes, à Marseille, il y en a partout maintenant. Est-ce que ça impacte justement l'écriture des séries, le fait de se dire je dois la vendre en festival et je dois la montrer en festival ? Alors, pour faire pas mal de festivals, en effet, pour moi, je pense que les 2 premiers épisodes... Souvent, ils diffusent 2 premiers épisodes parce qu'il faut savoir que les gens, et je le comprends, vont pas à une séance pour 52 minutes. C'est normal. Voilà. Donc, on leur met souvent 2 épisodes, c'est pour aussi remplir les salles, pour qu'ils aient vraiment un avant-goût de la série. Oui, parce que ça se passe dans des salles de cinéma souvent, donc effectivement, l'idée de se dire je vais dans une salle de cinéma pour 40 minutes, c'est un peu... Et ce qui est génial de regarder des séries sur le grand écran. Bien sûr, quand c'est une comédie, ça va être plutôt 3 épisodes, parce que c'est des 30 minutes, enfin des 26 minutes et tout ça. Après, l'avantage, c'est que montrer les 2 premiers épisodes, ça donne un bon avant-goût, et aussi, souvent... Nous qui sommes dans la presse, c'est souvent aussi les 2 premiers épisodes qu'on nous montre. Je pense que c'est hyper important quand même de montrer un peu le potentiel de la série dans ces 2 premiers épisodes, et encore plus quand elles sont montrées en festival. Par moment, on nous montre des épisodes, on vous montre l'épisode 5, ce qui est très bizarre quand même. Ça veut dire qu'il y a un souci quand même sur l'épisode 1 ou 2. Moi, en fait, pour l'expérience, pour animer aussi des séances, que ce soit au Festival de la fiction de La Rochelle ou à Cannes Series, la question récurrente qui me vient du public, c'est « mais je peux voir la suite ?» Et à chaque fois, je leur dis, mon petit conseil, c'est une fois que vous avez vu une série que vous avez vue, que vous aimez bien, vous en parlez sur les réseaux autour de vous et tout ça, et comme ça, il y a un diffuseur français qui aura la bonne idée de l'acheter. C'est effectivement. Voilà. On voit la partie frustrante du festival, c'est-à-dire que souvent on voit, mais c'est en même temps, je trouve, pour en venir au sujet de cet épisode, c'est là qu'on voit que le pilote est tellement efficace, parce qu'il y a des séries internationales qui sont, par exemple, je pense à Sérimania. Il y avait une année, j'avais vu une série russe. Alors déjà, il y a quasiment pas de série russe qui atterrissent en France, enfin, peut-être Arte qui va en acquérir une par-ci par-là, mais et je l'avais vu, j'avais adoré, je m'étais dit mais je pense que je vais jamais voir la suite, tout simplement, mais j'ai trouvé ça tellement fort qu'il y a eu cette envie directement de vouloir consommer la saison entière. Comme quoi, effectivement, un bon pilote peut nous faire regarder une série russe dont on n'a pas forcément les codes et on ne comprendra pas toujours tout. Mais d'ailleurs, plein de séries, parce que ces festivals, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on voit des séries du monde entier et on permet... Moi, c'est pas forcément une série russe, mais d'autres séries qui... On se décentre en tout cas dans les festivals de ce qu'on va retrouver sur les plateformes de streaming par la suite. Débat passionnant. Je vous le cache pas qu'on pourrait continuer encore longtemps, mais on a des petites recos avant à vous faire. C'est nos séries de la semaine. On va terminer avec ça. Voilà, mes 2 invités ont chacun choisi une série qu'ils ont bien aimée récemment et qu'ils vont vous recommander. Ils vont nous dire au passage s'il faut attendre l'épisode 4 avant que ça devienne vachement bien, ou si dès le premier, vous allez être embarqués. Je vais commencer avec toi, Luby. Tu vas nous parler de Disclaimer, dernière série qualitative d'Apple TV+. On avait fait une émission il n'y a pas longtemps sur Apple, avec un casting de fou. Ah ouais, là, il y a Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, très différent de Borat, vous verrez, il est méconnaissable. Et franchement, c'est une série assez incroyable. Alors là, pour le coup, il faut regarder les 7 épisodes. Voilà, parce qu'il y a un vrai twist à l'épisode 7 qui vous change toute la perspective des 6 premiers épisodes. Franchement, je vous la recommande. Alors, le pitch, rapidement, c'est Catherine Ravenscroft, donc Cate Blanchett, une journaliste d'investigation renommée et qui voit sa vie basculer parce qu'elle reçoit un livre qui raconte un événement de son passé et qui raconte sa vie. Okay. Et elle veut absolument, du coup, trouver l'auteur de ce livre et détruire toutes les preuves. Donc la question, qu'est-ce qu'elle a fait ? Alors, c'est une réalisation d'Alfonso Cuarón, qui se met à la série et qui adapte un livre de René Knight, qui est donc le livre éponyme. Franchement, c'est la réalisation. Vous connaissez un peu le travail d'Alfonso Cuarón.
c'est une réalisation assez incroyable. Il joue, en fait, il y a 2 temporalités. Ok. Le passé de Cate Blanchett, qui est interprétée par Leila George D'Onofrio, qui est la fille de Vincent D'Onofrio, qui joue Fisk dans Daredevil, dans les séries Marvel, voilà, et qui a joué dans New York. Alors je sais plus si c'est Unité spéciale ou Spéciale Victime. Enfin voilà, une grosse carrière, et donc qui joue une Cate Blanchett jeune incroyable. Et donc en fait, on a le passé qui est filmé dans des tons un peu chauds. On est en Italie et tout ça, et puis le présent qui est dans des tons plus froids, où il se passe vraiment tout l'enjeu de la série. C'est bien écrit, bien réalisé, c'est bien joué. Alfonso Cuarón s'est fondu dans les codes de la série. Ah ouais, c'est pas un film de 7 heures. Non, franchement, moi, à chaque épisode, j'avais envie de voir la suite. Bon, j'y pensais. C'est déjà donc, pas mal. Voilà. Mais j'avoue, il faut vraiment... les 6 premiers épisodes sont malaisants. Par moment. Donc on se dit, ah là là, et tout ça, mais il y a quand même un côté addictif. Et le 7e épisode vous change de perspective, c'est assez incroyable. Voilà. C'est très bien vendu. Voilà. Allez jusqu'au bout des 7 épisodes de Disclaimer, c'est donc à voir sur Apple TV+. Et on va terminer avec la deuxième reco, celle de Florian. On va revenir en France, c'est la dernière création Canal+. Canal+ décalé, même si on voit le ton, clairement. Et on peut le dire, ça s'appelle Iris. C'est avec, c'est la série avec Doria Tillier. C'est ça, qui a été créée, co-scénarisée donc, par Doria Tillier, qui joue le personnage principal, donc d'Iris, qui est une enseignante un peu spéciale. C'est-à-dire qu'elle... On va pas dire qu'elle a l'esprit de contradiction, c'est pas tout à fait ça, mais souvent ça a l'air d'être ça. Mais c'est plus qu'elle va dire ce qui lui passe par la tête, même si des fois c'est des trucs qui vont un petit peu déranger. Oui, la tagline, je crois que c'est elle dit tout haut ce que les autres ne pensent pas. Ouais, exactement. Et c'est un petit peu ça. C'est vrai que des fois elle va s'arrêter. Je crois dans la scène d'intro, il me semble, c'est vraiment, elle se prend la tête un petit peu avec son mec parce qu'elle comprend pas l'ouverture facile d'un objet. Elle se dit c'est pas facile, mais je comprends pas, ils auraient dû faire ci, faire ça. Et son mec lui dit mais enfin ok, laisse tomber, pose ce truc. Et ça dure 5 minutes où elle déblatère là-dessus. Et je pense qu'on peut tous se retrouver un petit peu dans ces petites fixettes qu'on peut faire par moment. Et à côté de ça, bon, il y a quand même un enjeu tout au fil de la saison. C'est 6 épisodes à environ 20-25 minutes. Ouais. Donc c'est assez court. Donc là, je vais pas dire accrochez-vous jusqu'au 5e, regardez tout d'un coup. Je pense ça devrait le faire. En une soirée, ça peut se faire. Vraiment. Si vous avez envie de binger. Et donc c'est vraiment les enjeux, c'est tout simplement elle qui, côté professionnel, aimerait être publiée, donc elle écrit un livre pour enfants. Et à côté, il y a un peu sa vie sentimentale aussi qui rentre en jeu, voilà, avec une relation qui bat un petit peu de l'aile. Et j'ai trouvé ça hilarant en fait. Et ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé autant devant une série, et aussi même une série française d'ailleurs. Mais vraiment, c'était rire à gorge déployée, vraiment fou rire. L'épisode 3 particulièrement, je vais pas dire ce qui se passe, mais il y avait une scène, j'ai explosé de rire, j'ai repensé après, j'ai dû en parler autour de moi en disant il se passe ça, il faut que je vous raconte, il faut que vous la regardiez. Et j'ai trouvé ça très très fort, très bien amené, et ça m'a rappelé un petit peu, alors peut-être avec la gravité en moins dans le fond, mais c'était un petit peu Fleabag, je trouve, par moment, en fait, une sorte de Fleabag à la française. Sans les traumas, on va dire. Il y en a un petit peu légèrement, mais moins deep. Voilà. Mais hyper efficace et hyper surpris par Doria Tillier. Bon, je savais qu'elle avait déjà un timing comique assez bon. On l'avait vu notamment, je crois que c'est dans La Flamme, par exemple, avec un personnage totalement désœuvré et qui était très, très marrant. Là, elle est dans un autre registre. Et puis elle a créé la série, quoi. Donc c'est vraiment c'est son bébé en entier de A à Z. On la découvre aussi dans ses talents de réalisatrice, scénariste, productrice. Et ça donne envie d'encourager Canal+ à produire davantage en fait ces séries-là, sorte de comédie décalée, production décalée, mais d'en voir davantage en fait. Ça me réconcilie ça à chaque fois avec Canal quand ils produisent des séries comme ça. Avec un humour à la française qui parfois se démarque de ce qu'on peut voir dans le... je confirme, c'est très très drôle. C'est très drôle. Et ben voilà, un avis unanime sur ce plateau. Moi, je l'ai pas encore vu, donc je vous confirmerai ça la prochaine fois. Je vous referai mon retour sur Iris. Je regarderai les 6 épisodes, promis, j'irai jusqu'au bout. C'est dispo sur MyCanal pour info. Merci Florian. Merci Luby d'avoir été avec moi pour cette émission. Émission à revoir comme toutes les autres en replay sur notre site, sur YouTube, en podcast, sur toutes les plateformes. Et moi, je vous dis à très vite pour l'épisode suivant.